Bonjour Richard Emmanuel Istes. Bonjour. Vous êtes membre du groupe de pilotage IA de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale. Vous avez une approche interdisciplinaire car vous êtes chimiste, philosophe et pédagogue. L'arrivée de ChatGPT a bouleversé l'enseignement. On entend parfois dire que les profs sont désespérés face à l'usage massif de l'IA générative par les étudiants. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je dirais Jein, comme on dit en Suisse alémanique. D'abord, il y a une grande disparité d'utilisation chez les étudiants, chez les élèves. C'est pas du tout homogène dans l'utilisation, dans les usages et même dans les disciplines. Ensuite, chez les enseignants, c'est la même chose. Il y a une grande disparité et les postures varient entre l'ignorance volontaire, le déni, le rejet, la sidération, l'exaspération, l'hésitation, la peur, voire la panique. Parfois, ça va jusqu'à la remise en question de l'identité. Il m'est arrivé dans une conférence d'avoir une enseignante qui me disait « Moi, tout ça, ça me fait flipper, et je ne sais plus à quoi je sers » et elle était au bord des larmes. Mais il y a aussi des enseignants, enseignantes qui l'intègrent consciemment dans leurs enseignements, comme outil d'enseignement ou d'apprentissage pour les élèves, pour faire évoluer leurs évaluations, les objectifs d'apprentissage, ou même qui l'utilisent comme objet d'enseignement. Globalement, c'est vrai que ça bouscule l'enseignement, mais pas forcément pour le pire d'ailleurs, parce que c'est toujours intéressant de questionner les contenus et les méthodes de l'école. On entend aussi certaines voix qui sont très largement médiatisées, qui affirment qu'à l'ère de l'IA générative, faire des études ne sert plus à rien. Moi, j'imagine que vous n'êtes pas vraiment de cet avis. Alors, je suppose que vous faites référence à l'ouvrage de Laurent Alexandre et Olivier Babot, Notamment, paru oui, récemment oui. avec ce titre. Alors, le terrain médiatique de l'IA est malheureusement occupé par quelques personnes qui rivalisent de punchline pour gagner leur place sur les plateaux télé notamment, et je trouve que c'est un peu fatigant, parce que la question de l'IA mérite des traitements beaucoup plus nuancés, comme je crois que vous essayez de le faire dans ce podcast. Alors, je ne suis pas tellement fan de Laurent Alexandre, que je trouve un peu trop technolâtre et très marqué politiquement dans ses postures, mais son ouvrage défend paradoxalement une thèse qui est diamétralement opposée à son titre, et qui repose selon moi sur une bonne intuition néanmoins. L'intuition selon laquelle les études, et les études supérieures notamment, doivent s'adapter au raz-de-marée de l'IA, et ne pas se limiter à enseigner des connaissances pures. Alors, Laurent Alexandre l'ignore peut-être, mais on n'a pas attendu son livre pour le faire. Ça se développe déjà beaucoup, mais je suis absolument d'accord sur un point. C'est justement parce que l'IA a des capacités impressionnantes qu'il faut étudier pour apprendre à la maîtriser et à l'exploiter, qu'il faut développer non pas seulement une culture générale et des savoir-faire, comme le propose Laurent Alexandre, mais ce que dans l'enseignement supérieur professionnalisant, nous appelons des compétences. Justement, Richard Emmanuel Istes, vous avez développé une approche par compétences comme réponse pédagogique au bouleversement induit par l'IA générative. Ça consiste en quoi ? Alors, l'approche par compétences n'est pas nouvelle, c'est très répandu dans l'enseignement supérieur professionnalisant, ça commence à se développer à l'université, et même à l'école obligatoire, avec bien sûr toujours des exceptions un peu différentes, les objectifs étant variés. Ça part de l'idée qu'il est nécessaire de former les étudiants et les élèves à la vraie vie. Dans ce cadre, les connaissances sont insuffisantes, et même les savoir-faire ou les soft skills. Ce qui compte, c'est de savoir mobiliser le tout adéquatement selon les situations. Et donc la compétence est définie comme un savoir agir complexe en situation, alors en situation professionnelle ou en situation de vie réelle. Et dans le monde du travail, la compétence, c'est véritablement ce que l'on vend à son employeur, ou alors ce qu'on mobilise dans sa vie de citoyen. Mais pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Parce que ça peut paraître un peu abstrait pour des gens qui ne sont pas habitués à ce sujet. Oui, alors justement, on entend parfois opposer la connaissance et la compétence. Mais les deux ne s'opposent pas. La compétence suppose la connaissance. Mais la connaissance est insuffisante. Par exemple, je sais ce que c'est qu'une compétence. C'est mon domaine d'expertise. Mais ça ne me fait pas pour autant quelqu'un de moi qui est capable de l'expliquer convenablement dans une interview. Là, ce que je suis en train de mettre en œuvre maintenant, c'est non seulement la connaissance de la notion de compétence, mais aussi tout un tas de savoir-faire, de savoir-être, de soft skills, qui me permet d'essayer de la rendre accessible à vos auditeurs. Et en quoi cette démarche, elle peut rendre l'enseignement et l'évaluation résilients face à l'IA générative ? Je voudrais illustrer peut-être cette question par une métaphore. Imaginez les caisses automatiques dans les supermarchés. Alors, c'est pas de l'IA, mais c'est du numérique, mais ça fonctionne pour comprendre. Quand une caisse automatique tombe en panne ou qu'elle bug, on appelle un humain. On ne fait pas le contraire. On n'appelle pas un robot pour débugger les humains. Et ce qui distingue l'humain de la machine, dans ce cas, c'est sa capacité à appréhender une situation complexe, parce que réelle, où la connaissance et l'automatisation ne suffisent plus. L'IA peut brasser d'immenses quantités de connaissances, les combiner, les mobiliser de manière ultra experte, mais dès que la situation devient un peu complexe, elle a besoin de l'humain. Prenez par exemple l'outil Notebook LM de Google, qui peut résumer 50 ressources en quelques dizaines de secondes, mais ne peut pas écrire une thèse de doctorat ou ne sait pas comment agir devant un patient arrivant ensanglanté aux urgences.
Vous allez peut-être me dire, oui, mais on utilise déjà l'IA pour trier les patients aux urgences. Mais bien sûr, j'ai pas dit que l'IA avait zéro compétence. Et d'ailleurs, vous pourriez interviewer une IA, ça serait pas forcément complètement ridicule. Mais c'est justement pour cela qu'il faut former les humains en développant leurs compétences. Parce que sur le terrain des savoirs, des savoir-faire, ils sont déjà dépassés. Et donc ce que ça montre, c'est que l'approche par compétences rend surtout les étudiants, futurs professionnels et citoyens, résilients vis-à-vis de l'IA. Au niveau de l'enseignement et de l'évaluation, c'est beaucoup plus simple avec l'approche par compétences, de réagir à l'intelligence artificielle. L'IA devient une donnée supplémentaire dans les situations que l'on enseigne. On enseigne pour des situations qui se déroulent à l'ère de l'IA. Et puis, l'IA est un outil à disposition pour résoudre des problèmes. Dans nos formations, par exemple, on observe vraiment que les professeurs les plus impactés par l'IA et les plus déroutés par l'IA sont ceux qui ont une approche de l'enseignement traditionnel, ex cathedra, en évaluant des connaissances. Les autres, ceux qui ont déjà intégré l'approche par compétences, sont beaucoup moins impactés. Concrètement, pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, c'est quoi la différence? Comment on enseigne avec cette approche par compétence? Qu'est-ce que ça modifie dans la façon dont on va mener les cours et les évaluations? Eh bien, on la lie aux situations réelles. On enseigne ce dont les étudiants ou les élèves auront besoin plus tard dans leur vraie vie. C'est pas pour autant utilitariste. On peut très bien enseigner l'esprit critique, la pensée complexe, mais on part d'objectifs d'apprentissage qui sont concrets. On essaye de les restituer dans l'enseignement et dans les évaluations. Je peux vous donner un exemple. J'enseigne de temps en temps dans un master en muséologie et histoire de l'art de l'université de Neuchâtel. Les étudiants doivent régulièrement produire des dissertations qu'ils pourraient très bien faire avec ChatGPT. Moi, j'ai pas envie de lire du ChatGPT et je pense que c'est pas intéressant pour eux de faire ça. Donc, je leur donne une question d'examen qui ressemble à un mandat qu'ils pourraient recevoir d'un client, un musée, mais qui nécessite de mobiliser, bien sûr, les contenus de mon cours. S'ils utilisent l'IA pour répondre à cette question d'examen, ce sera très très mauvais parce qu'elle est très complexe et c'est un mandat réel. Donc, moi, j'ai pas de problème à ce qu'ils utilisent l'IA et je les encourage même à le faire. Et c'est important parce qu'ils sont en train de se former pour des futurs professionnels de la muséologie. Et s'il leur arrive de recevoir un mandat tel que celui de mon sujet d'examen, évidemment, ils utiliseront l'IA. Donc autant qu'ils apprennent à le faire tout de suite. Mais par contre, ils ont besoin des connaissances que je leur ai apportées dans mon cours. Qu'est-ce que l'IA va leur apporter justement pour répondre à cette question que vous leur posez? Qu'est-ce que ça va leur apporter en partie pour répondre à cette exigence? Évidemment, ça peut, de manière très très simple, les aider à rédiger. Et c'est pas forcément tricher, c'est pas forcément un oreiller de paresse. Vous avez des étudiants qui sont allophones, vous avez des étudiants qui sont dyslexiques, et ça les aide à rédiger, à organiser leur texte. Ils peuvent produire des illustrations, parce que l'IA, c'est pas seulement le texte. Ils peuvent aussi, et à mon avis, c'est l'utilisation la plus intéressante, s'en servir de partenaire de réflexion, sparring partner. Et je suis un peu gêné par le fait qu'on associe trop souvent l'utilisation de l'IA par les élèves et les étudiants comme de la triche. Alors d'abord, premièrement, c'est les professeurs qui définissent ce qu'est la triche. La triche, c'est ce qui dépasse ce qui a été autorisé. Donc, il n'y a pas de triche dans l'absolu. On peut tout à fait utiliser l'IA en trichant parce que ça a été interdit ou l'utiliser légitimement parce que ça a été autorisé, voire même encouragé. Mais ils peuvent, par exemple, utiliser l'IA pour structurer leur rapport, pour trouver des idées, même pour se faire questionner. Et je connais beaucoup d'étudiants qui utilisent l'IA pour anticiper les questions d'examen. Ils demandent à ChatGPT quelles questions le professeur à l'examen pourrait poser. On a même des étudiants dont on nous a rapporté qu'ils enregistrent le cours de l'enseignant, ils prennent le support de cours, ils donnent tout ça à ChatGPT qui leur fait une chanson, ils mettent les paroles de chanson dans Suno et ensuite ils révisent le cours en écoutant la chanson générée par plusieurs outils d'intelligence artificielle. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Oui, parce qu'en plus de ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu dans un discours marketing d'une entreprise. C'est un usage qui s'est fait spontanément, quelque part. Oui, et je trouve que c'est assez intéressant de regarder ce que les étudiants font. Personnellement, je partage mon compte sur les chatbots avec mes enfants, avec leur accord pour comprendre quels usages se développent chez cette génération qui, évidemment, n'a pas du tout le même rapport à la connaissance et à l'effort que nous. Et selon vous, l'approche par compétence, elle vise à former des humains augmentés plutôt que de simples opérateurs d'IA. C'est quoi la différence? On oppose souvent l'IA et l'humain, en disant l'IA va prendre nos métiers. Bon, en réalité, dans la plupart des situations, l'IA et l'humain vont travailler ensemble. Mais ce qui va compter dans un métier, par exemple, c'est la capacité à mettre en œuvre des compétences, comme on l'a vu, pour atteindre les buts de l'organisation. Finalement, peu importe comment, avec ou sans IA. On l'a vu, ce qui distingue l'humain de l'IA, c'est la capacité à mobiliser des savoirs dans des situations complexes. Alors, si vous formez des humains avec de fortes compétences, ils ne risqueront pas d'être remplacés par des machines. Et même mieux, ils pourront utiliser l'IA pour prolonger leurs compétences, ils seront augmentés par l'IA. Mais si vous formez des étudiantes et des étudiants en leur transmettant seulement des savoirs hors sol et désincarnés, même des savoir-faire techniques,
ils risquent de finalement être moins bons que des IA qui vont être opérés par des humains qui n'auraient pas forcément même besoin de comprendre ce qu'ils font, et qui seraient moins chers à employer qu'eux, parce qu'eux auraient été juste formés à utiliser des IA. Et c'est ça que j'appelle les humains diminués. Ce sont des humains qui se trouvent au service de l'intelligence artificielle. Mais étant donné que l'approche par compétences, elle impose des exigences accrues, est-ce qu'il n'y a pas un risque de laisser plus d'élèves sur le bord de la route, avec comme seule perspective pour eux de se retrouver dans des emplois consistants à actionner justement des machines plutôt qu'à exercer leurs propres compétences cognitives? Je pense que vous l'avez compris dans ce que j'ai dit précédemment, c'est justement exactement le contraire. La seule manière de ne pas se retrouver sur le bord de la route, c'est justement de développer des compétences. C'est de savoir faire plus que l'IA. Mais est-ce que tout le monde peut acquérir plus de compétences? Parce que on sait qu'on n'est pas tous égaux face aux capacités, etc. Donc comment on fait pour que cette exigence qui est supplémentaire ne crée pas de nouvelles inégalités? Eh bien, en intégrant l'approche par compétences dans les enseignements. C'est absolument ce que nous faisons à la HESSO. Toutes les filières de formation ont un référentiel de compétences qui définit un profil de sortie des étudiants, qui dit quels sont les savoirs-agir complexes fondamentaux que les étudiants doivent être capables de mobiliser en sortant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plug and play, ils vont continuer à se former. Et du reste, on n'acquiert pas une compétence, on la développe tout au long de la vie. Ma compétence langagière, je continue à la développer. Depuis que je suis né, depuis que j'ai appris mes premiers mots, je continue à la développer. Mais on doit former. Et c'est justement en intégrant l'approche par compétences dans les enseignements qu'on rend les étudiants, les élèves aussi, résilients aux évolutions du monde, parce qu'on crée un enseignement qui est connecté aux évolutions de la vraie vie. Il n'est pas dicté par la vraie vie non plus. C'est pas que utilitariste. On peut aussi enseigner des choses qui sont destinées à faire évoluer le monde dans une direction qu'on estimerait préférable. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de l'empowerment par l'approche par compétences. Le fait de mettre un peu moins l'accent sur des connaissances théoriques qui peuvent sembler plus abstraites, pas immédiatement mobilisables, est-ce que c'est pas un risque d'abaisser le niveau général dans certains domaines? Il y a quand même une différence entre le fait de pouvoir accéder rapidement à des connaissances grâce à ChatGPT et les avoir soi-même intériorisées au fil d'un parcours scolaire, n'est-ce pas? Oui, et justement, c'est donc pas du tout ce que j'ai dit. Ouais. Il faut faire un état des lieux clair des connaissances à enseigner à l'ère de l'IA, à l'égard de l'IA, avec l'IA, et pas que seulement de l'IA d'ailleurs, de la transition écologique, des transformations géopolitiques du monde, et les faire intérioriser, mais celles qui doivent l'être. Par exemple, dans la filière informatique de la HESSO, tout change. Les métiers d'informaticiens ont changé, donc les référentiels de compétences doivent changer. Mais les étudiants maintenant s'entraînent à coder avec l'IA. Et à l'examen, s'ils utilisent l'IA pour produire du code, les enseignants ne sauront pas qui a produit quoi. L'IA opérée par un étudiant ignorant ou l'étudiant qui a la compétence qui est attendue. Donc ce qu'ont fait les professeurs, c'est identifier des savoirs fondamentaux pour lesquels ils sont revenus à l'examen papier-crayon en expliquant aux étudiants que ça, ils doivent savoir absolument le faire. Parce que justement, ils utiliseront de l'IA pour coder, mais qu'ils ont besoin de savoir contrôler et vérifier les productions de l'intelligence artificielle. Donc, ces savoirs-là sont devenus tellement importants que les professeurs ont décidé de les évaluer sans ordinateur et sans intelligence artificielle. Et ça marche, ça? Bien sûr, ça marche, mais c'était déjà le cas avec l'apprentissage du calcul mental à l'école. C'est pas parce que la calculatrice est arrivée qu'on a arrêté de l'enseigner, mais par contre, quand on l'évalue, c'est sans calculatrice. Donc, développer ces compétences dans un monde d'IA, c'est disposer d'une littératie critique qui suppose notamment beaucoup de connaissances. Ça rejoint totalement les propos de votre invité Rodolphe Kohler dans votre podcast du 8 décembre dernier. Et je dois ajouter que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les élèves et les étudiants, et surtout pas pour les moins attirés par l'effort. D'ailleurs, c'est ce que dit Laurent Alexandre, dont on a parlé tout à l'heure dans son livre. Lui, il dit que c'est pas une bonne nouvelle pour les feignants. En effet, puisque l'IA se développe, elle nous pousse, elle nous oblige à développer des compétences qu'elle n'a pas, et ça crée des exigences supplémentaires. Moi, je crois quand même que l'approche par compétences peut contribuer à donner du sens aux apprentissages, et donc à augmenter la motivation nécessaire pour faire admettre la nécessité des efforts. Donc c'est peut-être aussi une bonne occasion de revisiter l'enseignement pour le redynamiser, même si c'est évidemment difficile. Et du côté des enseignants, qu'est-ce qui doit évoluer pour les aider à mieux tenir compte de cette nouvelle donne? Il m'arrive d'être sollicité pour donner des formations sur les enjeux technologiques à des enseignants, et eux, ils se sentent souvent insuffisamment formés pour aller au-delà de la seule dimension instrumentale de ces systèmes. Oui, les formations qui sont dispensées aux enseignantes et enseignants sont peut-être insuffisantes, mais elles existent. Les hautes écoles pédagogiques en Suisse en développent en formation continue et pas forcément en formation initiale. Nous-mêmes, à la HESSO, nous en développons beaucoup. On peut également se former en ligne gratuitement. Il y a beaucoup de vidéos, de
Il y a des podcasts sur les sites de certains médias. Disons que le conseil principal que je pourrais donner aux enseignantes et aux enseignants, c'est déjà d'y aller, d'essayer soi-même, de comprendre ce que l'IA peut faire, de se construire une culture de l'IA, de faire passer ces évaluations dans un chatbot avant de les donner à ses élèves, pour voir ce qu'un élève ignorant pourrait faire simplement en faisant la même chose, mais surtout d'interroger toujours en même temps les 3 pôles de ce qu'on appelle la cohérence pédagogique, c'est-à-dire que ce qu'un enseignant évalue, c'est ce qu'il estime que les élèves doivent avoir appris. Donc ce sont ces objectifs d'apprentissage. Il est fondamental que les objectifs d'apprentissage et les évaluations soient mis en cohérence. Mais on va aussi enseigner en fonction de l'évaluation. On va enseigner ce qu'on veut que les élèves apprennent. Et donc quand on s'interroge sur l'évaluation, par exemple, il faut d'abord se demander mais qu'est-ce qu'on veut que les élèves ou les étudiants apprennent ? C'est vraiment fondamental. Ensuite, peut-être en faisant un pas de côté, j'aurais aussi un conseil aux enseignants qui consiste à leur dire de ne pas forcément se concentrer uniquement sur la question de la véracité. C'est quelque chose qui, dans le monde académique, évidemment, est très prégnant. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est faux ? Etc. Mais je crois que ça peut nous faire perdre de vue l'un des grands dangers de l'intelligence artificielle, je ne veux pas ouvrir une boîte de Pandore, mais finalement, c'est celui qui est lié à l'anthropomorphisation, à l'influence que ces chatbots peuvent avoir en termes de manipulation, de dérive, avec, comme on le sait, on l'a vu dans l'actualité, à la clé des suicides d'adolescents. Et ça, cette question du rapport à l'IA, il est presque, à mon avis, plus sensible pour protéger les jeunes que la question des hallucinations qui, doit se régler, mais quelque part, c'est pas nouveau de tenir un discours aux élèves, aux étudiants qui consiste à leur dire qu'ils doivent exercer leur esprit critique sur ce qu'ils lisent sur Internet. Mais ça, c'est un élément qui me semble très important parce que on a à la fois une injonction qui est de se servir de ces outils comme moyen d'enseignement, mais aussi en tenir compte du fait que les élèves peuvent l'utiliser, donc on doit faire évoluer la pratique de l'enseignement pour éviter que ça serve en fait simplement à répondre systématiquement correctement aux évaluations. Mais en même temps, on doit aussi former les élèves, alors peut-être un peu moins dans une haute école, parce que là on est déjà dans une approche où il y a eu cette formation initiale, mais l'école publique, les premiers degrés doivent quand même apporter une approche un peu de formation critique, de citoyenneté, de comment évaluer les résultats que fournissent ces outils, ne pas tomber dans l'anthropomorphisation de ces outils qui est aussi déployée par ces entreprises. Bon, je suis un peu long, mais en gros, comment on fait pour tenir à la fois compte des besoins de formation de compétences et en même temps de dire attention, la machine est une chose, mais peut-être ne vous faites pas hypnotiser par elle. Eh bien, c'est exactement le genre de réflexion qu'il faut avoir dans l'enseignement à tous les niveaux. C'est qu'est-ce qu'on doit enseigner aux élèves pour qu'ils puissent vivre dans le nouveau monde qu'a créé l'intelligence artificielle. Et on va peut-être se rendre compte que ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça va supposer des connaissances, comment ça fonctionne, mais peut-être pas que des connaissances ou des savoir-faire techniques du style prompt engineering. Savoir comment ça fonctionne, mais qui est derrière, qui finance, comment les modèles sont entraînés, quels sont les biais, etc. Et ça, je suis 100% convaincu que ça doit être enseigné à tous les niveaux. Et on peut commencer assez tôt, en fait. L'intelligence artificielle, c'est un objet du quotidien. Donc on peut l'enseigner à l'école primaire. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre ChatGPT dans les mains des élèves, et même pas qu'on va leur faire utiliser un clavier. On peut commencer à en parler, à le thématiser. On peut l'utiliser en classe, et la maîtresse ou le maître peuvent produire 2 textes, montrer aux élèves qu'ils sont différents, montrer les limites, montrer les biais, etc. Et ça, c'est une exigence qui se développe à absolument tous les niveaux, parce que vous dites que nos étudiants dans l'enseignement supérieur, ils ont été formés à ça, mais je rappelle que ChatGPT, vous savez bien, ça n'a que 3 ans, donc en fait, la plupart de nos étudiants, n'ont pas été formés. Ils arrivent et ils sont vierges de tout recul critique, de toute connaissance. Donc on doit l'intégrer dans les enseignements, c'est ce qu'on vise à faire, mais avant tout, il faut qu'on l'intègre dans les formations des enseignants, et tout le monde doit se former. Alors malheureusement, à marche forcée, c'est un peu pénible, mais c'est fondamental, et c'est en fait en même temps assez passionnant. Il y a aussi une chose que j'entends de la part de professeurs avec qui je m'entretiens, parfois une injonction des autorités, des directions, à utiliser l'IA générative pour, par exemple, accélérer le travail de préparation des cours. Ça vous semble pertinent comme approche ou il faut faire attention ? Moi, je ne pense pas qu'il faille développer des injonctions pour accélérer quoi que ce soit. L'IA va accélérer bien assez de choses avec des impacts environnementaux majeurs et probablement sur le burn-out aussi. Pour le moment, ce sont ceux qui utilisent l'IA qui sont valorisés. Je pense sincèrement que d'ici quelques années, c'est ceux qui ne l'utiliseront pas qui seront montrés du doigt parce qu'ils ne seront pas assez efficaces. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller dans ce sens-là. Moi, j'ai aussi eu des enseignants qui m'ont dit « Ok, vous nous avez montré qu'on pouvait créer un scénario pédagogique grâce à l'IA, mais moi, j'aime créer mes scénarios pédagogiques. Donc, je vais continuer à le faire moi-même, sans IA. » Et j'ai répondu que c'était très très bien et que finalement, c'était comme ça qu'il fallait considérer l'IA. C'est comme un ensemble de possibilités
Et parfois, on n'a pas envie d'être efficace, donc il n'y a pas de problème. Par contre, le thématiser auprès des élèves, savoir comment ils l'utilisent, quels sont les risques lors de l'utilisation, et pas seulement les risques en termes de connaissances, mais aussi en termes de dette cognitive, en termes de dépendance. Ça, c'est fondamental. Et pour cette raison, les enseignants doivent, à minima, comprendre comment ça marche, ce que ça fait aux humains qui les utilisent. Et s'ils ne veulent pas utiliser eux-mêmes, l'essentiel, c'est que de nouveau, on se soit interrogé sur les bons objectifs pédagogiques et que l'équipe enseignante se soit mobilisée pour que les élèves les acquièrent, développent les compétences nécessaires à l'issue de leur scolarité ou de leur formation. Mais il y a quand même un risque, c'est qu'on se dise, bon, bah, il y a ces outils qui existent, ça permet d'aller plus vite, on va réduire le temps de préparation des cours et augmenter le temps d'enseignement. Ça, c'est une possibilité. Que le politique un jour se dise, bah, pour des questions de coût, d'efficacité, de performance, on va arriver plutôt dans ce modèle-là. Et donc, quelque part, on pousse les gens, parce que les contraintes temporelles sont plus fortes, à se tourner vers des outils plutôt que d'exercer soi-même. Si on le souhaite, ça peut être un luxe, ça peut être... Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses, mais ça peut être aussi quelque chose qui se développe à la marge et qui a une influence dans ce sens. Ça pourrait être une envie, mais ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'enseigner, c'est pas seulement se retrouver devant ses élèves. D'ailleurs, je dis souvent qu'enseigner, c'est pas donner son cours, c'est faire apprendre ses élèves. Et réfléchir à comment faire apprendre ses élèves, ça prend du temps. C'est très long. Les évaluer de sorte qu'on puisse effectivement comprendre quels ont été leurs apprentissages, quelles sont leurs difficultés, ça prend du temps. Donc pour ça, il faut que les enseignantes et enseignants, qui déjà doivent faire face à beaucoup d'injonctions contradictoires et beaucoup de dilemmes, aient le temps chez eux pour préparer leurs enseignements. L'enseignement ne commence pas au moment où on entre dans la salle de classe. Richard Emmanuel Istas, on arrive gentiment au terme de cet entretien. Moi, j'entends aussi beaucoup de parents qui sont un peu inquiets en fait, de voir leurs enfants recourir massivement à des services comme ChatGPT. Si vous aviez un conseil à leur donner à ce sujet, ce serait lequel ? Je pense que c'est comme pour les jeux vidéo ou les écrans en général. Regardez ce que font vos enfants avec l'IA. Regardez à quoi ils jouent. Regardez quels usages ils en ont. Regardez quelles vidéos ils regardent sur YouTube. Encouragez les usages les plus vertueux. Faites avec eux. Et je suis toujours étonné d'avoir l'impression que l'éducation s'arrête à la porte des écrans, que c'est comme si c'était un mur infranchissable. Mais bien sûr que non, avec ces enfants, on peut y aller ensemble. Pourquoi pas jouer à leurs jeux vidéo pour comprendre ce qu'ils y trouvent ? Combien de temps il leur faut pour jouer une partie ? Peut-être que ça sera plutôt 1 heure tous les 2 jours qu'une demi-heure par jour, parce que les parties, ça dure plus qu'une demi-heure. Ça doit se discuter, ça doit se négocier. Donc je pense qu'il faut faire la même chose que dans la vie non virtuelle. Il faut les accompagner, les conseiller, pour qu'ils développent une autonomie, des usages sains, et qu'ils sachent se passer de nous. C'est finalement ça, notre rôle de parents, c'est faire en sorte que nos enfants soient autonomes dans la vie et développer leur propre discipline, leur propre capacité à réguler tous ces dangers dont ils sont entourés. Et vous m'avez demandé un conseil, mais le deuxième, c'est évident, c'est les aider à développer des compétences pour qu'ils puissent évoluer dans la vraie vie, pas seulement leur donner une culture générale ou des savoir-faire désincarnés. Je vous relance quand même une dernière fois là-dessus. On entend parfois quand même un discours presque une forme de panique morale autour de tous ces sujets. On dit aux parents, attention, vos enfants vont devenir débiles parce qu'ils utilisent ChatGPT. On entend beaucoup ça aussi avec les écrans. Enfin, il faut aussi peut-être dépassionner le sujet et puis être un peu moins dans la diabolisation parce qu'en fait, au fond, on constate que les jeunes développent parfois des approches, des utilisations tout à fait vertueuses, tout à fait saines. Notamment, on le voit aussi dans la vie privée parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux comme un enfer pour la vie privée pour les jeunes. Mais en fait, ils développent des stratégies de mise en place. Ça a été documenté par des travaux, notamment à Genève par la professeure Claire Bailez, des approches de gestion de la vie privée qui sont beaucoup plus développées que les adultes qui n'ont pas été bercés par les réseaux sociaux. Donc on peut voir aussi qu'il y a des stratégies qui se mettent en place et l'être humain n'est pas qu'une machine à imprimer ce qu'on veut bien lui donner comme technologie. Oui, absolument. Alors, je ne suis pas de ceux qui vont vous dire que la technologie est neutre et qu'elle dépend seulement de l'usage qu'on en fait. Mais en revanche, je suis convaincu qu'on peut en faire des bons usages et des mauvais usages et qu'on est constamment sur le fil. Nous-mêmes, on peut s'en servir comme un oreiller de paresse et finalement s'appauvrir et se fabriquer une dette cognitive. Mais en même temps, il y a des tas d'endroits, des tas de moments où moi j'ai l'impression de penser mieux, de penser plus efficacement, plus vite aussi, mais même pas forcément plus vite. Parfois, je vais passer plus de temps, mais pour un résultat qui me satisfera mieux. Et c'est la même chose pour les écrans. J'ai un fils qui parle couramment l'anglais parce qu'il regarde des vidéos YouTube en anglais et étant malvoyant, il a développé son acuité visuelle en jouant aux jeux vidéo, il a développé son attention. Et donc ça, c'est des usages tout à fait intéressants. Et c'est parce qu'on a regardé avec lui ce qu'il en faisait qu'on a pu l'orienter et puis que finalement, il a pu utiliser ces outils numériques de la meilleure manière possible. C'est ce qu'on doit essayer de viser en tant qu'enseignant, en tant que parent. Richard Emmanuel Istas, merci. Une dernière question sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et comment on peut vous suivre ?
J'ai quitté X lorsqu'il s'appelait encore Twitter au moment de son rachat par Elon Musk. Donc on peut me retrouver sur LinkedIn et sur ma chaîne YouTube, Savoir en société, sur lequel on trouve beaucoup de contenu sur l'intelligence artificielle, notamment à l'intention des enseignantes et enseignants, mais aussi sur la parentalité, le numérique et même le complotisme ou les relations sciences et société. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce contenu, je vous l'ai dit, vous pouvez le partager autour de vous, ça nous aidera beaucoup. En attendant, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous écrire à cyber@letemps.ch. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, vous pouvez continuer de nous suivre sur le site du Temps et vous pouvez aussi découvrir nos autres podcasts, Brise-Glace et Sous la Coupole.